Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. On a beaucoup de contenu et des présentations et des collaborateurs très intéressants. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter, vous introduire pour commencer nos collaborateurs, nos invités. Marc Vaucher qui représente Scale AI. Bonjour Marc. Donc, merci beaucoup de te joindre à nous. Et ce matin Bonjour. également, oui, bonjour, bonjour. Et également Salvatore Simino qui représente AIoT. Alors, merci beaucoup, messieurs, de se joindre à la présentation. Je vous laisserai peut-être vous présenter lorsque vous prendrez le contrôle de la présentation au début de vos propres slides. Mais on est très, très heureux d'avoir la participation d'AIoT Canada aujourd'hui et de Scale AI. On va vous montrer un tout petit peu comment est-ce que ça s'intègre pour nous dans cette logique d'écosystème au niveau du AI qu'on essaie de promouvoir et de développer avec InMind et Mind in a Box. Donc, simplement m'assurer d'avoir le contrôle de la présentation. Oui, donc j'ai présenté un tout petit peu les collaborateurs. Alors, au niveau de l'agenda, hein, on va essayer de présenter un tout petit peu pourquoi est-ce que InMind fait cet événement aujourd'hui, vous introduire très, très rapidement sur quelques termes pour les gens qui ne sont pas familiers, vous présenter pourquoi est-ce qu'on fait cette présentation aujourd'hui dans le contexte des offres et de l'extension de l'évolution de l'offre d'InMind et des solutions intégrées Mind in a Box. Et puis, on va vous présenter une sorte d'écosystème qui nous semble intéressant à notre avis pour nos clients, parce que c'est un écosystème finalement qui se veut facilitant pour votre transformation numérique et pour intégrer donc ce dont tout le monde parle, mais qui n'est pas toujours aisé à démarrer tout seul, qui est cet aspect de la transformation numérique autour de l'automatisation, autour du AI. On va permettre à AIoT Canada et à Scale AI, qui sont des acteurs vraiment essentiels, fondamentaux de cet écosystème pour nous, de présenter ce qu'ils apportent et ce qu'ils peuvent vous apporter au niveau de vos affaires pour amener cette transformation digitale plus loin grâce à eux. Et ensuite, on vous présentera quelques études de cas pour vous illustrer par des exemples de manière très pragmatique, en fait, ce que le AI et certaines variations comme le AIoT peuvent vous apporter aujourd'hui dans vos affaires. Et puis, on laissera une période de questions à la fin. Donc, vous pouvez poster dans le chat vos questions et notre équipe là les recueillera. Et ces questions peuvent autant s'adresser à l'équipe d'InMind et de Mind in the Box qu'à nos invités d'aujourd'hui, AIoT Canada et Scale AI. Donc, sans plus tarder, une petite introduction de ce que nous sommes, hein, très rapidement, puisque si vous nous rejoignez, peut-être que vous êtes déjà client ou que vous avez déjà eu des présentations pendant la semaine, même au niveau d'expérience. Donc, rapidement, si on peut passer au slide suivant. InMind, hein, c'est une entreprise qui s'adresse depuis le départ à l'écosystème Microsoft, qui est un Gold Partner Microsoft, qui a une expérience reconnue à la fois sur le Québec, sur le Canada et également avec des implantations panaméricaines. Hein. On a des activités et des implantations sur le sol des États-Unis. Et donc, c'est une expertise technique et de marché depuis plus de 10 ans avec toute une équipe et des compétences déjà extrêmement larges sur l'écosystème Microsoft, mais qu'on a voulu complémenter au niveau de l'analytique et du AI avec à la fois une nouvelle expertise puis des solutions intégrées qui permettent et qui facilitent à nos clients finalement cet aspect de la transformation numérique, leur permettre l'accès à des technologies qui sont réservées à des plus grosses entreprises d'habitude. Donc, si on passe à la slide suivante très rapidement, la manière dont on voit cette offre, hein, c'est qu'on est passé d'une relation quasiment exclusive en 2015-2016 avec Microsoft à une relation plus large, en intégrant d'ailleurs souvent des technologies que Microsoft intègre lui-même hein, dans l'écosystème Azure. Donc en allant chercher une relation partenariale avec des best of breed de la technologie actuelle, Elastic qui a plusieurs centaines de millions d'installations aujourd'hui dans le monde et qui grossit de manière exponentielle. Vous
vous utilisez Elastic plusieurs fois dans la journée, même sans le savoir, hein, dans toutes les plateformes web, etc. C'est vraiment la plateforme qui a le vent en poupe. Au niveau du big data, Splunk en cybersécurité étant le leader avec IBM, Centréon, Accedian qui sont nos partenaires en termes d'observabilité, NVDA qui est notre partenaire en AI et en hardware, et donc MindInnoVox qui devient quelque part le partenaire des solutions des clients d'InMind. Et donc tout ça se résume un peu dans cette rosace où on prend l'écosystème principal d'expertise d'InMind, qui est en bleu ici, l'ERP, l'écosystème Microsoft, et on vient l'étendre avec des solutions soit partenariales, soit intégrées au travers de nos solutions MindInnoVox pour aller plus loin dans l'intelligence artificielle, plus loin dans l'intelligence des données avec le big data, avec l'IoT, etc. Et plus loin dans l'infrastructure aussi avec le déploiement entre les solutions et les infrastructures de données et puis les solutions IoT qui vont s'y ajouter. Je vais vous les présenter un tout petit peu. Donc, si on passe au slide suivant, je ne vous représente pas nos solutions partenaires, mais quelque part, ce que vous pouvez commencer à voir ici, c'est qu'on a une complémentarité entre l'écosystème Microsoft de ce point de vue-là, et puis les différents partenaires que nous avons. S'y ajoutent parfois certaines expertises pointues, en Web Analytics par exemple, avec Google Analytics. Ce ne sont pas nécessairement des partenaires, mais ce sont des technologies qu'on utilise. On a également l'écosystème Azure dans lequel on est extrêmement actif. Si on va au slide suivant. Donc, si on va très très rapidement, hein, pour les gens qui sont partenaires avec nous depuis 2008, hein, on est passé par plusieurs phases technologiques et on peut passer ces différentes phases-là. Hein, cliquons, parce que je ne crois pas avoir le contrôle directement là-dessus. Voilà, et donc on a accompagné cette évolution vers le big data, vers l'automatisation, vers l'analytique avancée, phase après phase, en partant de ces réservoirs de données qui étaient dans les ERP et qui étaient même dans les technologies EDI, par exemple. Donc, si on passe au suivant. Dans cet écosystème-là, ce que je vais essayer de faire, c'est très très rapidement poser le décor là par rapport aux différentes technologies, aux différentes solutions qu'on va vous présenter au niveau de la participation des acteurs. Donc, quelques termes très rapidement. On a cette succession, vous savez, de termes. Hein, vous me connaissez peut-être pour l'ERP, pour les CRM, pour des technologies web collaboratifs comme Microsoft SharePoint. Et ce qu'on a vu ces derniers temps, puis c'est un schéma de Teradata, c'est qu'on augmente en variété de données, en complexité. Et donc, dans la partie bleue, qui est la partie du schéma de Teradata, là, on voit qu'on va vers le big data au travers de ces évolutions. Et puis, ce sont des produits dans lesquels InMind était actif, est toujours actif, est toujours leader au niveau régional. Ce qu'on voit de plus en plus, c'est qu'au travers de ces solutions et au travers de l'évolution de notre clientèle, on a un passage vers de l'analytique avancée et du AI. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par analytique avancée? On veut dire qu'il y a des portions d'analytique qui vont servir finalement à sécuriser la donnée, qui devient vraiment une composante absolument essentielle finalement de la manipulation des données, qui vont servir à automatiser au travers de l'intelligence artificielle. Et puis, on va avoir, au travers de l'IoT, du multisensing, une richesse, une diversité au niveau des data qui est vraiment en totale explosion. Et toutes les typologies de données dans le carré bleu sombre du big data, finalement, se multiplient et deviennent de plus en plus complexes. Et donc, il faut proposer des solutions pour les traiter. Et nous, notre but, c'est vraiment de simplifier ce traitement au travers de solutions intégrées clés en main le plus possible et d'un écosystème partenarial et de solutions. Si on passe à la suite. Donc, on s'intègre dans cette tendance-là. Alors, vous avez entendu parler 1000 fois de l'intelligence artificielle. Hein. C'est un terme qui est très large, avec beaucoup de disciplines à l'intérieur. Et d'ailleurs, il faut faire très, très attention. Hein. Je dois dire que les partenaires qu'on a aujourd'hui sont des partenaires qui sont extrêmement pragmatiques, qui s'attachent à des thématiques extrêmement précises, extrêmement opérationnelles du AI. Donc, Scale AI va nous présenter vraiment une problématique en chaîne d'approvisionnement où là, le AI est très pratique, très pragmatique, très terre à terre. Le AIoT au niveau de Salvatore, là aussi,
un domaine dans lequel l'applicabilité est extrêmement précise. Le gros danger, c'est de rester avec des partenaires et des gens qui restent très pragmatiques dans leur application du AI. Le AI a été un tout petit peu galvaudé. Là, on le voit dans la définition qui est donnée par Wikipédia sur la page française, où on dit peu de précision de la définition de AI, quelque chose de très très large. On arrive quasiment à des expressions comme le grand mythe de notre temps. Donc nous, notre but, c'est de faire l'inverse, c'est d'éviter la partie mythologique et d'être vraiment sur les solutions pragmatiques. Et nos partenaires, les partenaires qui vont présenter aujourd'hui, sont dans le même axe d'arrimer le AI dans les pratiques industrielles et informatiques. Si on regarde l'Internet des objets, je ne vais pas rentrer nécessairement dans le détail là-dedans, mais on vous en parle aussi beaucoup. C'est vraiment cette notion qui est à l'intersection entre les objets communicants finalement et ces facilités qui sont données sur les protocoles de communication avec une explosion de marché, on va le voir un tout petit peu plus tard, donc avec une explosion du nombre de ces appareils et donc de la donnée qui est produite et de l'obligation d'introduire l'automatisation parce que les humains ne suffisent plus à superviser, à exploiter ce type de données. Si on passe à la slide suivante. Donc, je crois que j'ai fait une bêtise. Oui. Donc, si on regarde, et IoT Canada est positionné là-dessus, l'intersection du AI et du IoT, ben, on se retrouve avec cette notion de l'intelligence artificielle des objets qui utilise le AI pour exploiter les données de l'IoT avec une grande puissance et un grand pragmatisme. Encore une fois, on est loin de la mythologie, on est vraiment dans l'exploitation des flux qui viennent des objets connectés, qui sont aujourd'hui dans le smart city, dans le smart building, dans toutes ces nouvelles technologies que vous voyez se déployer. Et dans le manufacturing 4.0, pour ne pas le citer. Donc la nouvelle industrie, les nouvelles techniques manufacturières. Et alors, au niveau d'InMind, pour répondre et pour s'insérer dans cette mutation de marché autour de la transformation numérique de nouvelle génération, nous, on croit beaucoup dans le edge computing et donc on va vous présenter ces solutions dans le cadre du edge computing. On croit beaucoup à l'informatique en périphérie et au déplacement du traitement AI sur les téléphones cellulaires, sur les laptops. On voit par exemple les transformations que Apple introduit en introduisant le processeur ARM dans des matériels de type laptop ou mobile. On est dans une mutation, on est dans une révolution du marché où pendant très longtemps, on a fait le AI de façon centralisée, dans le cloud, dans des machines très puissantes centralisées. Et là, on commence à pouvoir le lancer sur des téléphones cellulaires. TensorFlow existe en version mobile. TensorFlow, qui est une technologie couramment utilisée en AI, commence à s'exécuter en JavaScript dans les navigateurs web. Et donc, c'est une révolution qui va aider beaucoup de choses, qui va être imposée d'ailleurs par la protection de la donnée personnelle beaucoup, hein, parce qu'on ne va pas vouloir centraliser la donnée personnelle. Et donc, nous, on croit beaucoup à cette notion d'informatique en périphérie, de edge computing, et on développe, comme on va le voir, des écosystèmes pour pouvoir l'utiliser. Prochain slide. Je pense que j'ai à nouveau le contrôle de la présentation, donc je vais arrêter de vous demander de passer au slide suivant. Je pense que je suis capable de l'opérer maintenant. Donc, au niveau du marché AI, on voit une progression qui n'est pas exponentielle, mais qui est linéaire aujourd'hui, avec enfin, un tout petit peu exponentielle quand même, mais avec une progression constante extrêmement remarquable. Là, on le voit par rapport aux différentes régions géographiques. Là, donc, ce sont des chiffres là qui viennent de DataBridge avec une progression sur 2029. Donc, on voit qu'on est sur un environnement extrêmement dynamique. Je n'ai pas à le démontrer à quiconque. Tout le monde connaît le dynamisme du marché de l'intelligence artificielle. Si on passe au suivant, en IoT, on voit une progression là avec une technologie qui est plus récente hein, finalement au niveau de l'époque et qui procède, elle, de manière exponentielle avec des réinventions à un rythme effréné de ce point de vue-là. Et à l'intersection des deux, finalement, une progression encore plus rapide. Alors là, c'est difficile de trouver des tendances pour le moment parce que c'est un nouveau marché, mais voyez qu'entre 2019 et 2022, là, ça fait plus que doubler, et ça fait plus que doubler au niveau de beaucoup de zones géographiques. Bon, donc la source Gardner, on a des sources quand même qui sont relativement responsables, crédibles, là, qui montrent une explosion totale de ces marchés et donc l'adoption par l'industrie de ces nouvelles technologies. Donc, si on regarde, nous, la manière dont on se positionne hein, à InMind, comme vous le voyez, une société installée sur le domaine de l'ERP, sur l'écosystème Microsoft, comment est-ce qu'on veut accompagner finalement cette transformation? Ben, on veut amener les meilleures solutions d'analytique avancée et d'IA qui soient à la fois compatibles avec les pratiques cloud, qui sont très présentes au niveau de l'écosystème Microsoft,
et qui aille jusqu'à la périphérie. Donc, en passant par le edge computing, tous les composants qui font l'infrastructure finalement et les implantations locales, jusqu'aux équipements qui sont dans votre poche, qui sont à votre poignet, donc les wearables, les équipements mobiles, etc. Et donc, pour ce faire, ce qu'on essaie de faire et pour obtenir les meilleures solutions, il y a une notion de simplicité qui est au cœur de toutes nos réflexions. Plutôt que d'aller chercher une AI mythologique, on va chercher les parties qui ont été les plus préparées, les plus faciles à déployer. On les adapte. La partie puissante technologie, on cherche toujours le plus petit commun dénominateur pour venir l'offrir et réduire les temps de déploiement au niveau des projets, les rendre plus faciles. On travaille aussi beaucoup sur la versatilité par rapport aux données, parce que comme on l'a vu, c'est un écosystème de données qui est complexe, qui explose en volume et qui explose en diversité aussi. Donc on pré-package au travers de nos partenaires, on va le voir un tout petit peu plus tard. On essaie d'être économe, on essaie d'être efficace, on essaie d'être vert. On consomme 4 à 5 fois moins d'électricité que des solutions concurrentes au niveau de nos solutions intégrées. Donc ça, on pense que c'est très important parce que effectivement, dans le cloud et dans le AI aujourd'hui, on pointe la consommation énergétique, on pointe l'empreinte carbone, on commence à avoir des choses qui sont comparables au niveau du cloud AI avec les grands acteurs du transport aérien et autres là. Donc, il faut absolument travailler sur cette empreinte et on pense que le AI se modernise, le AI devient plus responsable de ce point de vue-là et le Edge AI est une des réponses à ce niveau-là pour économiser finalement cette empreinte carbone. On s'associe à des partenaires très puissants pour pas avoir à réinventer la roue. Hein. On a Elastic, Splunk, Accedian qui équipe 75% des solutions de télécommunication dans l'hémisphère nord. Donc ce genre de choses-là. Et puis à chaque fois qu'on peut le faire, on utilise des technologies open source, donc on essaie d'être open source et flexible, et d'avoir des solutions qui garantissent une disponibilité, une sécurité maximale. Donc on n'oublie jamais la cybersécurité, on n'oublie jamais la disponibilité, et non seulement on essaie de la garantir pour nous, mais on essaie au travers de notre offre intégrée de produire des solutions qui permettent de sécuriser l'environnement immédiat de la main in a box à ce niveau-là. Donc ça, ce sont les principes fondamentaux de notre offre. On se décline sous la forme d'appliances qui peuvent se déployer chez vous, qu'on peut avoir en infogérance, mais qui sont commercialisés comme du cloud, donc avec la même capacité que le cloud, à se déployer très rapidement, à économiser des coûts humains, etc., de votre côté, etc., et donc avec des composantes de continuité des opérations, de cybersécurité, etc. Et donc, pour faire une longue histoire courte, on essaie de prendre tout ce qu'il y a de mieux dans le cloud, mais de compléter ça avec le edge computing, le edge AI dont je vous ai parlé et qui lui est en train d'exploser parce que le cloud n'est pas suffisant à garantir le temps réel. Le cloud a des problématiques de confidentialité, de protection et de centralisation des données qui deviennent vulnérables. Et donc de plus en plus, on a des secteurs qui ont besoin de ce genre de solutions, soit en complément du cloud, soit en remplacement du cloud selon vos contraintes par rapport à la confidentialité des données. Et donc, on a cette offre fondamentale qui fait de l'analytique avancée. On package des composants pour traiter de la diversité des données, en particulier pour l'analytique temps réel et la géoanalytique, pour la traçabilité, utilisant par exemple la blockchain, on le reverra dans les use cases, la cybersécurité et l'industrie 4.0. Ensuite, on l'intègre avec des solutions, comme vous le voyez en haut à droite, des solutions comme Coral, comme Jetson, qui sont des solutions de Edge AI, avec des capacités de processing AI qui sont développées en partenariat avec NVIDIA. Nous faisons partie du programme d'incubation de NVIDIA. Et donc, on est capable de vous proposer un écosystème totalement intégré qui part de la donnée, qui part même du cloud, si vous voulez, ou de l'IoT, et qui vous amène jusqu'à l'intelligence décisionnelle et à l'analytique prédictive et prescriptive. Donc, ce qui vient prévoir et vous donner des conseils ou même du décisionnel par rapport automatique par rapport à votre environnement. Alors, c'est là qu'on en arrive à la partie intéressante. C'est la raison pour laquelle on a amené nos invités, puisque nous, finalement, on croit beaucoup qu'on est dans un écosystème de plus en plus où on ne peut pas faire tout seul. Donc, on ne peut pas faire tout seul techniquement. Vous voyez qu'on s'est adossé à plusieurs solutions de premier plan, en plus de notre partenariat historique au niveau de Microsoft, et qu'on est allé diversifier cet écosystème de manière très rapide et élargie en 4 ans finalement, 4 à 5 ans. Et donc tous ces nouveaux partenaires en plus de Microsoft sont allés se déplier dans cette période-ci. On vous propose, comme on vous l'a présenté au départ, finalement une approche complémentaire entre l'écosystème Microsoft et toutes ces nouvelles solutions qui viennent s'organiser autour de la périphérie. Hein, voyez, donc on a cette proposition de transformation numérique.
On a su monter autour de l'IoT dernièrement au travers d'un certain nombre de partenariats, un écosystème riche de solutions en IoT. Mais on ne veut pas s'arrêter là. On pense que c'est très important. On pense que c'est très important de vous apporter une solution la plus large possible au travers de nos partenaires pour que vous ayez toutes les réponses par rapport à vos défis de transformation numérique et à vos défis industriels. Mais pour nous, avoir un écosystème complet comme ça, technologique, ne suffit pas. C'est déjà très important pour nous de le développer et de couvrir tous ces besoins que vous pouvez avoir. Mais pour nous, il faut finalement s'ouvrir encore plus. Et donc, de ce côté-là, on va commencer justement avec AIoT Canada, avoir accès et faire partie de consortiums avec une grande richesse d'intervenants au niveau du IoT. C'est pour nous être au service de nos clients et leur apporter cette richesse-là et faciliter finalement l'industrialisation du IoT. Donc, Salvatore, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. On va vous passer le contrôle et la parole. Parfait, merci Jérémy, merci pour l'invitation et pour l'opportunité de présenter IoT Canada, l'organisme dont je vous a fait aussi partie. On vous remercie pour le vote de confiance. Donc oui, mon nom est Salvatore Cimino et je suis vice-président chez Claridion, une entreprise de consultants spécialisée dans le domaine de la gestion des centres de données et le monitoring des centres de données. Je suis aussi le président et cofondateur de IoT Canada. On est désormais dans la 3e année d'opération et on vit déjà une belle accélération dans notre capacité d'intéresser les entreprises à devenir membres, mais aussi on commence à avoir l'intérêt aussi des institutions gouvernementales. Je crois que j'ai le contrôle, peut-être, oui. OK. Donc, pourquoi IoT Canada? Jérémy t'as déjà présenté un peu le marché, je veux dire, la courbe ascendante de l'adoption et de l'intérêt de ces technologies-là. Donc, c'est pas ça du tout que je ferai. On connaît tout la valeur de ces technologies-là. Donc, IoT Canada, en effet, la raison d'être depuis le départ, ça a été de rassembler les joueurs de l'industrie de l'IoT ou de l'AIoT, je devrais dire. Parce que bien qu'on avait pensé que l'IoT, on avait vraiment une manque ici à Montréal surtout, parce que l'AI, par contre, il y avait vraiment les spotlights un peu plus, mais on se rend du compte très rapidement que vraiment la valeur se trouve avec le mariage de ces deux technologies-là, donc l'AIoT, Artificial Intelligence of Things, et moi je dis souvent c'est l'IoT pour l'AI. L'AI a besoin d'énormément de données. Je crois que l'IoT va créer le tsunami de données que l'AI a besoin pour faire sa magie. Donc, on veut créer l'écosystème pour stimuler l'échange et aussi encourager l'adoption des technologies liées à l'IoT ainsi que l'AI. Comme exprimé par un gros joueur, à l'occurrence c'était Bosch il y a quelques années, on ne peut pas faire de l'IoT toute seule. Donc, on a besoin de s'entourer d'autres compétences parce que l'IoT, c'est assez large. Et IoT, donc, veut inciter le réseautage entre les acteurs actifs de l'industrie. Donc, dans ce sens, on veut jouer un rôle de catalyseur. Nos membres étant des innovateurs, des développeurs, des intégrateurs, des manufacturiers, des opérateurs, etc., comment peuvent-ils écouter le pouls du marché? Ils sont peut-être dans un domaine d'application particulier, mais leur technologie pourrait s'appliquer aussi à d'autres domaines. Donc, notre rôle est de créer un environnement qui est propice à la conversation et à l'échange entre les membres.
Donc, mais ce n'est pas juste des membres qui opèrent et dans le, ou qui amènent une technologie, qui font partie de notre famille. On a des partenaires qui viennent du monde académique, de recherche, aussi du domaine financier. Un de nos gros partenaires qui a été avec nous depuis le début est la Caisse des Jardins d'été. Donc, par exemple. Donc, bref, ce n'est pas juste les technos, mais aussi tous les aspects de développement des affaires dans le domaine de l'IoT qu'on veut adresser. Donc, une autre. On a les niveaux d'adhésion qu'on a dans notre organisation, c'est trois. Sur notre site, vous allez pouvoir visualiser les bénéfices qui s'appliquent à chaque niveau. Évidemment, le niveau écosystème, qui est le niveau plus élevé, et justement, ça s'appelle comme ça parce que c'est notre mission de créer un écosystème. Le niveau écosystème permet une plus grande visibilité en termes de promotion des services ainsi que une participation active dans nos activités et événements. Donc, tantôt, OK, ça passe pas. OK, c'est ça. Tantôt, on parlait de catalyseurs de connexion. Donc, j'avais montré un peu 12 domaines. En effet, c'est comme ça qu'on a modélisé un peu, qu'on a cartographié un peu la communauté et IoT. C'est que on appelle ça la map 12 par 12, la grille 12 par 12, où on place les compétences et spécialisations de nos membres un peu pour mieux les arrimer entre eux et avec les opportunités qui pourraient ressortir par nos activités et réseautage qu'on fait. Donc, au fond, on essaie d'arriver à une vision commune pour faire rayonner le Canada dans le domaine de l'IoT. Ici, on identifie les enjeux qu'on doit relever. Ils sont, comme vous voyez, ils sont assez nombreux et pas nécessairement triviaux. Mais on a développé une stratégie en trois axes: les relations gouvernementales, le soutien à l'industrie, promouvoir l'adoption des marchés. Chacune de ces axes est guidée par un membre du conseil d'administration et chacun de ces membres qui est le lead un peu de ces comités, il crée justement son propre comité avec des gens à l'extérieur, des gens qui sont intéressés à faire une différence. Et dans ce sens-là, chaque axe, évidemment, a ses propres stratégies, ses propres lignes conductrices. Ça, c'est évidemment chacune sont tous alignés, évidemment, là, mais chacun y a un focus un peu particulier. Je voulais juste mentionner peut-être un peu les prochaines activités que j'aimerais mentionner. C'est notre organisme sœur qui se trouve en Alberta, c'est Alberta IoT. Un gros événement qui s'en vient le 30 mars s'appelle IoT North. Je vois que Jérémy hoche sa tête. Je pense que vous allez participer. Est-ce que c'est Oui, possible? oui, on a eu l'honneur d'avoir une de nos présentations a été sélectionnée pour les conférences et puis on voudrait très très fort être présent non seulement sur place mais dans le pavillon AIoT. Donc c'est à l'étude à l'heure actuelle. Ça serait vraiment une belle opportunité. Justement, merci d'avoir mentionné, j'allais le faire. C'est IoT Canada et IoT Canada va avoir un pavillon juste à l'entrée du show. Donc, on sera très bien placé en termes de visibilité. Le 12 avril, on a un déjeuner causerie, on appelle ça Lunch and Learn sur les Smart Cities, les villes intelligentes. Et le 4 mai, c'est un atelier de co-création de véhicules autonomes.
et ça pour terminer, je voudrais mentionner le travail, le gros travail qu'on est en train de mettre et de faire sur le lancement d'une plateforme de collaboration entre les communautés qui, qui opèrent un peu, que ce soit dans des domaines en particulier. Ce n'est pas juste une question technologique, mais mettons des communautés qui opèrent dans la santé, dans la construction et tout ça. Là. Donc, on est en train de créer des portails spécifiquement pour ça, pour faire aussi le lien entre ceux qui sont en train de créer, de démarrer peut-être des projets ou de discuter entre eux pour adresser des projets et les gens qui peuvent fournir des services à ce moment-là. Je vous encourage, je vous remercie d'abord de l'écoute. Je vous encourage à aller sur notre site aiotcanada.ca. Peut-être vous pourriez vous inscrire déjà au niveau contact ou in touch. Qu'on appelle ça en anglais, on peut s'inscrire et au moins faire partie de notre mailing list. Donc, encore merci, Jérémy, et merci de l'opportunité. On est très très fiers de participer au consortium. Ça nous permet de faire des rencontres extrêmement intéressantes qu'on met ensuite au service de nos clients. Et pour les clients qui veulent s'y connecter directement, je les encourage à le faire. Ils devraient avoir des informations sur notre offre AIoT aussi au niveau de MindInnoBox. Mais je veux aussi mettre InMind et MindInnoBox au service de nos clients, justement pour les mettre en connexion avec toute cette richesse d'intervenants que vous nous facilitez, dont vous nous facilitez la rencontre. Donc, je pense que ça participe beaucoup à créer un écosystème de solutions pour nos clients à partir de votre écosystème à vous. On parle beaucoup d'écosystèmes aujourd'hui, mais les écosystèmes multiplient leur valeur quand ils se croisent. Donc, je pense que c'est extrêmement bon. Alors, j'avais rencontré Marc avant les derniers événements AIoT, mais j'avais vu sa présentation pendant l'événement AIoT qui avait été organisé il y a quelques mois. J'avais trouvé que ça avait une grande logique avec ce dont tu parlais, Salvatore, sur Desjardins. Arriver à déployer ce genre de produit de transformation numérique, ça prend de l'aide, à la fois de l'aide technologique comme celle qu'InMind peut proposer, mais toutes sortes d'aides. Et de ce point de vue-là, le programme Scale AI est absolument remarquable. On y a participé depuis maintenant plus de 18 mois, Marc, quand il participe aussi activement qu'on le peut. Et on a beaucoup d'admiration pour ce programme. Donc, je tenais à permettre à Marc d'en parler aujourd'hui à nos clients, à notre audience. Merci Marc, je te passe la parole. Merci beaucoup Jérémy, merci pour la très très belle introduction et l'invitation, parce que c'est un plaisir d'être là aujourd'hui, invité par un de nos membres et participants actifs. Donc encore merci. Donc je pense avoir la main sur la présentation, j'imagine, ou peut-être pas. Oui, peut-être. Ok, est-ce que ça fonctionne? Je suis pas sûr, mais bon. Je vais. Essaie les flèches de droite et de gauche sur ton clavier. Moi, c'est ça qui m'a sauvé à la fin. Oui. Si tu les as, c'est bon. Oui. Ah. Oui, ça a l'air d'être bon. Merci, Okay. merci. Parfait. Merci pour le truc. Alors, je m'appelle Marc Vaucher, je suis directeur d'investissement à Scale AI, puis je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Mon rôle, c'est vraiment d'aller chercher des beaux projets que Scale AI peut financer, d'accompagner les entreprises en étant du même côté de la table que les entreprises. Jérémy pourra le confirmer, sans tenir le stylo, mais du même côté de la table pour donner un maximum de chances et permettre à la soumission d'arriver jusqu'à l'approbation, et en vous indiquant au plus tôt et le plus tôt possible dans le processus ce qu'il va falloir faire évoluer dans le projet pour qu'il puisse être approuvé. Donc que pour personne ne perde du temps, que ce soit vous ou nous. Et puis, j'accompagne aussi les entreprises pendant l'exécution des projets. Alors, qu'est-ce que c'est Scale AI? Scale AI, c'est un pôle d'investissement. On a 283 millions de dollars de financement public, fédéral et québécois pour accélérer l'adoption et la commercialisation de solutions d'AI pour les chaînes d'approvisionnement.
Donc, l'idée d'amener, de prendre l'expertise dans la tête de nos experts en AI qui ont fait leur renommée au Canada et de l'amener dans des solutions opérationnelles dans les chaînes d'approvisionnement pour créer des emplois et de la richesse pour le Canada. On a 3 programmes de financement. Le programme Accélération. À travers ce programme, on a déjà aidé plus d'une centaine de startups, puis on en aidera au moins plus d'une centaine cette année à nouveau. On finance des programmes d'accélérateurs et d'incubateurs qui viennent aider des startups qui utilisent l'AI pour les chaînes d'approvisionnement. Et ça, partout au Canada, sur les principaux accélérateurs et incubateurs connus au Canada. Donc, la liste complète est disponible sur notre site internet. Et on est très heureux non seulement d'aider ces startups, mais aussi d'avoir ce formidable écosystème de startups que l'on peut associer au projet que l'on finance lorsque c'est pertinent. Donc, c'est un écosystème qui est aussi accessible aux personnes, aux entreprises qui veulent faire des projets avec nous. On a un deuxième programme qui est un programme de formation. Donc, pour le programme de formation, il y a 2 volets. Un volet individuel. Chaque travailleur canadien peut s'inscrire et sur le site des universités, des formations qui sont déjà préapprouvées et listées sur notre site internet et bénéficier directement de 50% de rabais. Et puis, les entreprises peuvent aussi se faire financer une formation sur mesure pour une partie de leurs employés. Et dans ce cas-là, on finance 85% des dépenses pour les 100 premiers milliers de dollars, puis 50% pour ce qu'il reste, mais c'est rare qu'une formation coûte plus de 100 000 dollars. Et dans ce cas-là, c'est aussi un programme très intéressant parce qu'on peut à la fois financer une formation qui a été totalement construite sur mesure par l'entreprise, mais aussi on peut vous mettre en relation avec des partenaires qui ont déjà préapprouvé des formations, comme par exemple eMind, eMind the Box, et ces partenaires ont déjà une structure qui a déjà été préapprouvée, et donc là, ça peut aller beaucoup plus vite pour structurer une formation. Et puis enfin, on finance, les 2/3 de notre budget sont consacrés aux projets que l'on finance avec des consortiums d'entreprises. On finance 50% des dépenses au Québec, 40% dans le reste du Canada, puis 0 en dehors du Canada, évidemment. La raison pour laquelle on finance un peu plus au Québec, c'est parce que, comme vous l'avez vu plus tôt, on a du financement du gouvernement du Québec qui vient s'ajouter. Alors, comment on vous aide? On vous aide d'abord en vous finançant. On aide les entreprises en les conseillant sur la façon d'optimiser la structure du projet pour maximiser les investissements. On donne accès à des joueurs de notre réseau. Donc, je parlais des startups, mais aussi lorsque vous avez besoin d'expertise dans tel ou tel domaine, de partenaires additionnels, on aide lorsqu'on peut aider. Et puis, on peut aussi utiliser notre expérience que, comme je vais le dire tout à l'heure, on a aujourd'hui financé plus de 300 millions de projets, sélectionné plus de 300 millions de projets. Donc, on a une expérience significative. On voit quelles sont les solutions ou les sujets qui sont plus ou moins faciles à aborder. Donc, on peut vous faire bénéficier de ce qu'on a pu voir sur des projets précédents, de ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne moins. On est donc, comme je disais, plus de 300 millions de valeurs cumulées de projets sélectionnés à date, avec des joueurs et des acteurs très variés. Ce que vous voyez là, c'est un échantillon des entreprises qui sont leaders de projets que l'on a déjà financés, que l'on a déjà sélectionnés. Et je peux donner 2 exemples un peu rapides là, de projets pour vous donner une idée de ce que c'est pour nous une chaîne d'approvisionnement, parce que je pense que c'est important de l'illustrer. Une chaîne d'approvisionnement pour nous, ça doit impacter un flux de ressources, donc des biens ou des personnes, entre plusieurs maillons d'une chaîne. Donc, il faut au moins 2 entreprises qui sont impactées et puis un flux de ressources, donc des biens ou des personnes qui se déplacent. Alors, je vais vous donner 2 exemples. On a le projet Raymond, là, qu'on voit troisième en partant de la droite, qui vient optimiser des mouvements de conteneurs. Donc là, on est sur quelque chose de très classique en termes de logistique, mais pour nous, ça, c'est pas seulement ça, la chaîne d'approvisionnement. Puis on a Alaya Care qui est juste dessous. Là, on vient optimiser les plannings de soignants à domicile. Donc là, vraiment, des mouvements de personnes, donc quelque chose de très différent. Mais au final, pour nous,
À partir du moment où il y a un mouvement physique de biens ou de personnes et qu'il y a 2 entreprises impliquées, on peut vraiment intervenir. Donc, on a une vision large de la chaîne d'approvisionnement lorsque ces critères sont remplis. Donc, finalement, il y a plein de domaines dans lesquels on peut intervenir dans, on va dire, de l'amont de la chaîne, donc l'optimisation de l'approvisionnement, on va faire l'aval, la prévision de la demande, l'optimisation de la capacité des stocks, la planification des horaires, l'optimisation des prix, l'optimisation de l'entreposage, la traçabilité, la visibilité en temps réel. Et puis tout ce que je liste là, ce sont des cas qu'on retrouve souvent, mais évidemment, ça peut venir, il peut y avoir beaucoup d'autres sujets que l'on peut financer. C'est absolument pas limitant, c'est juste pour donner des idées. On peut aussi citer la maintenance prédictive, qui est un cas qu'on retrouve assez souvent sur pas mal de projets. Donc voilà un peu quelques exemples pour vous inspirer. Qu'est-ce que c'est l'AI pour les chaînes d'approvisionnement? Parce que ça peut ne pas parler au départ. Alors maintenant, ça c'est une partie de la présentation qui est fondamentale, c'est quels sont les ingrédients clés des projets que l'on finance. Donc au moins 2 joueurs d'une chaîne d'approvisionnement impliqués dans le projet. Donc il y a souvent un joueur qui est lead, qui va adopter la solution, qui va avoir un rôle plus prépondérant. Puis on peut avoir un deuxième joueur qui est impacté sans nécessairement avoir adopté la solution. Il faut que les projets soient collaboratifs. Donc ça veut dire au moins 2 joueurs d'une chaîne d'approvisionnement. On a souvent un fournisseur de solutions, un fournisseur de services. On peut avoir l'expertise additionnelle qui peut être apportée par un acteur supplémentaire, académique ou non. Et puis, il faut que là-dedans, on ait au moins une PME. Ça, c'est absolument obligatoire. Nous, on ne finance pas de projet où toutes les entreprises ont plus de 500 employés. Il faut au moins une de moins de 500 qui a un impact et une contribution significative. Donc, voilà un peu à quoi ressemble un consortium type pour nous. Ensuite, il faut que les participants aient une taille critique minimum. Alors, une entreprise que l'on finance doit avoir au moins 2 millions de chiffre d'affaires et le projet ne peut pas représenter plus de 50% de leur chiffre d'affaires. En coût totaux, il ne peut pas représenter plus de 50% de leur chiffre d'affaires. Donc, une entreprise qui a moins de 2 millions de chiffre d'affaires, elle peut bénéficier comment de Scale AI? Rapidement, soit avec le programme accélération en étant rattaché à un incubateur accélérateur, soit en étant sous-traitant, fournisseur de solutions d'un client qui lui est plus gros et qui lui appliquera Scale AI. Ils peuvent évidemment écrire la soumission avec le client, mais ce sera le client qui appliquera formellement et qui recevra l'argent de Scale AI et qui utilisera cet argent pour payer 40-50% des factures de ce fournisseur de solutions. Ensuite, l'utilisation de l'AI doit représenter au moins 50% des dépenses. Ça, c'est très important. Il faut vraiment qu'il y ait un développement incrémental en intelligence artificielle. Et quand on dit 50% de dépenses d'AI, c'est des ingénieurs de données, développeurs en AI, scientifiques de données qui doivent représenter, que ce soit des sous-traitants ou des salaires directs, 50% des dépenses. Il faut qu'il y ait un travail technique préliminaire qui ait été fait. Ça, c'est très important pour bien être au clair sur les données disponibles, les algorithmes qu'on entend utiliser, les références scientifiques qui viennent appuyer et montrer le choix des algorithmes est approprié. Et ensuite, les sorties de modèles et comment ça vient s'intégrer dans la solution. On veut aussi avoir les idées claires sur, et puis ça, Jérémy, il faisait référence tout à l'heure, l'impact, l'impact opérationnel de la solution. Qu'est-ce qu'on attend que la solution et de quelle façon on attend que la solution vienne impacter les opérations. Donc, est-ce que j'ai bien compris quels étaient les indicateurs opérationnels que je veux améliorer et comment la solution va me permettre de les améliorer, à quel niveau. Et enfin, durée de projet, des projets et taille, au moins 1 million, des projets d'au moins 1 million. En général entre 1 et 5 millions, mais on a des projets qui sont allés jusqu'à 25 millions. Il n'y a pas de limite tant que la taille de l'entreprise, la profondeur de l'AI, l'impact sur l'écosystème le permettent. Et puis, on a des projets qui sont en général entre 12 et 18 mois. Très rapidement, le mandat de Scale AI se termine le 31 mars 2023. On est confiant dans le fait qu'on sera renouvelé, mais il n'y a pas de garantie là-dessus. Donc, soit on embarque très vite sur des projets plus courts qui finissent le 31 mars 2023, soit on se projette un peu plus loin avec la confirmation de la façon dont ça se passera au-delà du 31 mars
dans les prochaines semaines, mois, on va dire d'ici la fin du premier trimestre. Voilà pour vous donner de la visibilité sur la timeline. Le processus est assez fluide. D'abord, l'éligibilité, 3-4 pages pour vous dire si vous êtes éligible. Donc, peu de travail pour savoir si on peut investir plus de temps. 50 pages ensuite, lorsqu'on sait qu'on a une bonne chance d'être sélectionné. On est sélectionné, on signe un contrat et une fois le contrat signé, on est remboursé tous les trimestres sur la base des dépenses encourues. Donc, on a une subvention, on ne peut pas stacker, donc rajouter notre subvention par-dessus une autre, mais on peut avoir des crédits d'impôt en plus. Ça, c'est tout à fait possible. Ça arrive en général après que les dépenses aient été faites. Donc, ça, c'est pour la façon dont le projet se passe en pratique. J'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Ça me fait plaisir d'avoir été invité et encore merci à InMind de nous avoir permis d'échanger avec vous aujourd'hui. Alors, ben nous, ça nous fait très plaisir que tu aies présenté ce dossier-là. Vous avez vu que ce sont des consortiums qui doivent impliquer une entreprise, une PME, hein, moins de 500 employés. Donc, dans nos expériences Scale.ai précédentes, InMind a été considéré acceptable comme membre d'un consortium Scale.ai de ce côté-là. Et on a un nombre grandissant et toujours plus expert parce que à se frotter à Scale.ai, à se frotter aux problématiques Scale.ai, on gagne en expertise. C'est pas qu'on était totalement ignorant en démarrant, mais ce sont des projets qui nous permettent aussi d'amener de pousser nos capacités dans leur retranchement. Hein. La filière d'approvisionnement intelligente est pleine de défis surprenants parfois. Hein. Le diable est dans les détails. Donc on a cette expérience-là. Scale.ai nous a permis également d'intervenir sur les dossiers, la préparation des dossiers, hein, puisque vous avez vu quand même que c'est un travail, et puis Marc l'a dit, il faut faire du travail d'analyse en amont pour bien faire l'analyse des données. Par contre, c'est un programme qui est très intéressant, très pragmatique, très généreux et très bien adapté, à mon sens, au travers de sa largeur de bande, à des problématiques aujourd'hui industrielles et à cette transformation numérique qui va toujours plus loin dans le fait d'embarquer l'automatisation, intégrer l'IoT, intégrer toutes ces nouvelles technologies-là. Donc, on trouve le programme Scale.ai très porteur du point de vue de la transformation numérique pour nos clients, et on se fait une joie soit de connecter aux bonnes personnes, soit même d'aider dans la constitution du dossier ou comme membre potentiellement de consortium si on a toujours les ressources disponibles. Voilà, donc merci beaucoup Marc hein, pour ce contexte-là qu'on trouve très intéressant. Même chose pour Salvatore, merci beaucoup pour votre présentation. Alors le contenu était très riche, hein. On approche quand même dangereusement de la fin du temps qui nous était imparti. On va manger peut-être un peu sur la période de questions. Je vais passer très très vite sur quelques exemples hein, de ce qu'on entend par ces cas AI chez InMind hein, et au niveau des solutions Mind in a Box. On ne parle pas seulement en l'air, hein, vous l'avez compris. Avec Salvatore, on est dans le vif du sujet avec tous les acteurs du domaine et sur des projets très concrets. Avec Scale.ai, vous l'avez vu aussi, on est dans le concret, on est arrivé dans le réel et dans les pratiques industrielles jour après jour. Nous, avec toutes ces belles histoires-là, on est également vraiment dans le réel du AI et dans les choses qui marchent. Hein. On n'est pas dans la mythologie. Et puis donc, je vais vous montrer quelques projets donc en commençant à tout seigneur, tout honneur par le projet qu'on est en train de terminer, qui a été financé par Scale.ai chez Bell Canada. Avec l'optimisation des opérations d'installation d'infrastructures de nouvelle génération au pays et les programmes professionnels, où on a eu la chance là d'accompagner Bell Canada sur la modernisation de toute leur analytique et de toute leur planification opérationnelle au niveau des interventions chez leurs clients professionnels pour le déploiement de fibres, la communication de nouvelle génération, l'estimation des temps que cela prend, et en introduisant finalement toutes les expertises que nous avions, y compris parfois, hein, au travers de la bonification des algorithmes et la paramétrisation des modèles, des expertises qui n'avaient pas été listées au départ, comme la géoanalytique, qui est devenue dans le projet un élément prépondérant avec beaucoup de bénéfices potentiels. Donc, autre chose que nous faisons chez Bell Solutions Techniques, qui est une filiale de Bell, d'ailleurs qu'on a accompagné sur un dossier à un moment donné, Scale.ai également, une soumission de dossier. On est
avec eux depuis plusieurs années, là, partenaires. Ils ont été clients pilotes d'ailleurs de l'écosystème Magninobox. Ça a été les premiers utilisateurs. Et aujourd'hui, on est avec eux sur plusieurs projets. On les équipe en solutions de cybersécurité sur la Magninobox. On déploie des solutions SIM et SOC, hein, donc tout ce qui est gestion des événements, tout ce qui est gestion de la sécurité, en intégrant des développements expérimentaux sur le machine learning au niveau de la cybersécurité, de la détection des intrusions. On travaille avec eux également pour toute la coordination de leurs équipes sur le terrain en opérationnel, hein, donc dans des problématiques qui sont assez proches de ce qui avait été présenté par Marc Gaucher. Et donc, sur tout ce qui est gestion des équipes sur le terrain, on a dépassé les 30 000 techniciens supervisés par notre plateforme et on est en train d'évoluer vers les 50 000 techniciens avec des équipements de type IoT sur le déploiement en plus d'un réseau IoT. Donc, on est même à un niveau méta sur le IoT. On utilise le IoT pour suivre les techniciens qui maintiennent une infrastructure de IoT. Donc, à plusieurs niveaux, on retrouve ces notions d'IoT, d'automatisation, d'analytique et de AI. Et donc là, on est vraiment sur des notions de edge, analytique et AI, où on fait déjà une partie du traitement sur ces téléphones cellulaires qui sont occupés par les équipes. On les géolocalise, on regarde leur niveau d'activité, etc., etc. Au niveau de Splunk, on est parmi les rares acteurs locaux qui utilisent Splunk Machine Learning Toolkit pour faire du AI autour de la cybersécurité et de la plateforme Splunk. Et donc là, on regarde, comme je vous montrais sur le précédent slide, les niveaux d'exposition, de criticité, par exemple, par rapport à l'infrastructure réseau. Au niveau du suivi des opérations sur le terrain, on a packagé au-dessus de la Magninobox notre propre plateforme qui utilise le multisensing et le IoT pour faire le suivi des opérations sur le terrain. Donc, pour faire à la fois tout ce qui est collection d'incidents, billetterie, ouvrir des actions sur le terrain et les suivre, les attribuer. Donc là, vous voyez l'emplacement des techniciens sur un territoire donné au niveau du Québec. Et puis, par rapport à des billets qui ont été soumis soit par des clients, soit par des gestionnaires, soit par des techniciens sur le terrain, les opérateurs peuvent afficher des routes, là, programmer des routes et faire le suivi en temps réel des équipes sur le terrain pour contrôler que ces routes de résolution de tickets soient bien abouties et à la fin valider ces tickets. Dans le même ordre d'esprit, on a collaboré avec le réseau environnement pour faire la traçabilité GPS temps réel et le stockage dans la blockchain d'informations sur le transport de terre contaminée pour les prochaines générations du suivi des transports de terre contaminés avec une législation qui est en place à l'heure actuelle. Elle vient de passer et toutes les entreprises de construction, d'excavation doivent maintenant se plier à des systèmes de surveillance là et de facturation du transport de terres contaminée qui permettent de lutter contre la fraude. Il y avait beaucoup de terres contaminées qui disparaissaient et qui étaient déversées dans des places diverses, mais pas nécessairement respectueuses de l'environnement. Et donc, on a été très fiers d'intervenir là-dessus. On est actif aujourd'hui au niveau du smart building avec notre écosystème Biotope que je vous avais présenté plus tôt. Et donc là, notre use case, c'est vraiment d'arriver à collecter dans un environnement où les contraintes sur l'exploitation des bâtiments deviennent drastiques. On doit contrôler le nombre de personnes qui passent au travers d'un bâtiment, qui occupent certaines pièces. On doit contrôler aussi que les pièces aient bien été traitées au niveau sanitaire. Donc le Covid a amené vraiment des contraintes bien supérieures au niveau du smart building pour les utilisations professionnelles. Tous les éléments qui participent à notre écosystème finalement peuvent être combinés de manière à fournir des systèmes extrêmement efficaces pour la gestion, pour le smart building. Donc, et puis au final, je voulais vous présenter, finir par là, avec l'innovation chez InMind et chez Magninobox, autour de deux thématiques auxquelles on croit beaucoup et dans lesquelles on investit de la R&D. Une d'entre elles d'ailleurs qui implique possiblement là et on les remercie le consortium IoT qui a bien voulu s'y associer en tout cas avec une déclaration d'intérêt. Donc l'une c'est autour de Dynamics 365 et l'autre est au niveau de l'impression 3D. Alors, j'ai été très actif pendant un certain nombre d'années sur l'impression 3D. Je fais partie aujourd'hui de la délégation canadienne à la normalisation ISO pour l'impression 3D et également, je fais partie du comité exécutif de la norme américaine ASTM F42. Et donc, on s'est penché sur la problématique finalement du contrôle qualité au niveau fabrication additive, impression 3D.
pour un certain nombre de techniques, c'est impossible de valider les pièces, ce qui est très dangereux finalement, ou ce qui empêche, malheureusement, je suis désolé, ce qui empêche l'exploitation de l'impression 3D pour l'avionique, la médecine, etc., qui bloque un certain nombre d'applications, justement parce qu'on n'a pas cette capacité de certifier les pièces. Et pour certains matériaux, on ne peut pas faire de tests non destructifs, donc il faut détruire la pièce pour prouver qu'elle était bien utilisable. Donc là, le but, c'est d'introduire le AI et d'introduire le AI OT pour surveiller pendant le processus qui se passe et arriver finalement à une situation où on peut certifier la pièce parce qu'on a été capable là de regarder toutes les étapes de fabrication et qu'on sait qu'il n'y a pas de défaut pendant la fabrication. Et donc là, pour aller relativement vite, on a fait toute une partie qui était la partie générique. On a déposé des publications à ASPAI, à ICAM. On a eu la chance d'ailleurs au niveau de ASPAI de 2021 d'avoir une demande pour être publié dans un recueil d'articles scientifiques. Et maintenant, on est dans la deuxième phase où on cherche des partenaires pour aller plus proche des applications, parce que la fabrication additive, l'impression 3D a beaucoup d'applications différentes, et donc on veut regarder qu'est-ce que notre système monté avec la Main in a Box pour la détection de défauts en temps réel peut donner pour des applications, pour des domaines particuliers. On cherche des partenaires industriels, on a déjà des discussions avec des partenaires dans le domaine des motoristes en avionique, par exemple, et également on échange avec AIoT Canada et avec CMC Canada dans le cadre du programme Fabrics pour pousser ce projet toujours plus loin et aller plus loin dans l'application du AIoT pour la fabrication additive, l'impression 3D, qui, je le rappelle, fait partie de l'industrie 4.0, donc de l'écosystème IoT. Donc ça, c'était pour cette partie-là. Et on a également, depuis maintenant 18 mois, lancé un programme d'innovation qui a donné des résultats remarquables et qui permet finalement de regarder les synergies entre Microsoft et l'écosystème Dynamics, la plateforme Centréon pour l'observabilité finalement de l'infrastructure, la mettre au service de Dynamics 365, être capable aussi de contrôler la continuité d'opération de Dynamics 365. Et c'est très important la continuité de service pour des systèmes ERP aujourd'hui où avec la quarantaine, les gens travaillent à distance et les systèmes ERP et les plateformes de collaboration et de gestion numérique des activités d'entreprise deviennent absolument essentielles pour la continuité d'affaires des entreprises. Et là, aujourd'hui, on en est à une phase où on va regarder maintenant plus des problématiques dans ces systèmes ERP manufacturiers ou d'affaires, l'introduction du AI dans cette équation-là pour venir automatiser un certain nombre de choses. Donc là, on a eu la chance d'avoir un partenaire brillant au niveau de Centréon, d'avoir cette expertise en interne des équipes d'InMind qu'on remercie au niveau de D365 et d'avoir fourni des résultats vraiment exemplaires qui nous permettent aujourd'hui de démarcher certains de nos clients dans le domaine de l'observabilité et de l'automatisation pour nos systèmes ERP. Voilà, donc écoutez, aujourd'hui, je pense on vous a présenté beaucoup d'informations, mais j'espère que si vous en retenez une information, c'est que ou une impression par rapport à toutes ces informations, c'est que on est sur une révolution de fond, sur une grande tendance de la transformation numérique aujourd'hui à intégrer le AI, à intégrer l'IoT et à intégrer dans beaucoup de cas un rassemblement des deux que vous avez aujourd'hui au niveau d'organismes comme AIoT Canada et comme Scale AI, des partenaires extrêmement précieux pour arriver à mener avec succès cette transformation numérique, que InMind se veut être votre partenaire de qualité avec des solutions à la fois innovantes mais pragmatiques et faciles à déployer, se veut un partenaire qui va permettre d'arrimer dans quelque chose de réalisable et d'extrêmement pratique cet aspect nouveau de la transformation numérique. Et donc, je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais s'il y a eu un certain nombre de questions dans l'audience, peut-être qu'on peut essayer d'y répondre aujourd'hui. Je remercie, avant cette section de questions-réponses, je veux remercier vraiment à la fois l'audience d'être venue assister à cette présentation et puis bien sûr nos invités de grand talent. Là, moi, j'ai beaucoup apprécié leur présentation. Merci beaucoup. Marc Vaucher qui représentait Scale AI et Salvatore Simino pour AIoT Canada. Merci beaucoup, messieurs. Donc pour les questions, Valentin, est-ce que nous en avions dans l'audience au niveau du chat ou des messages? Oui, tout à fait, j'en vois une ici. Avec toutes les nouvelles des cyberattaques en ce moment, je me demande comment faire pour sécuriser son IoT. Alors, je ne sais pas si vous voulez prendre cette question, mais nous, c'est une question qui nous tient à cœur chez InMind, donc on la complétera si vous voulez la prendre, Salvatore ou Marc, mais je peux y répondre si vous voulez, c'est bon?
Oui. Dès le départ, on a intégré la cybersécurité et l'observabilité dans notre approche IoT. On part du principe que créer une solution en analytique ou en observabilité, on concentre de la donnée qui devient fragile par elle-même. Donc c'est un peu paradoxal, c'est qu'en faisant de l'analytique, on crée une vision d'ensemble de la compagnie qui devient extrêmement attractive pour de l'intelligence industrielle, par exemple, vous voyez, ou pour aller chercher très rapidement et orienter une attaque en cybersécurité. Si vous avez l'observabilité, vous fournissez à un intrus une sorte de cartographie qui lui permet d'attaquer le plus efficacement possible votre compagnie. Vous la maîtrisez vous-même, mais si un intrus y arrive avec de mauvaises intentions, il a une cartographie parfaite là pour aller attaquer votre système. Donc, en vous solidifiant, vous créez un point de vulnérabilité. Alors pour nous, il n'est pas question d'accompagner nos clients tout en leur créant plus de vulnérabilité. Donc, dès le départ, on s'est rapproché de Splunk, on s'est rapproché de solutions pour protéger finalement les solutions. On a également pensé Mine in a Box avec des solutions qui permettent de protéger matériellement les données qui sont dedans, d'ajouter des couches finalement d'observabilité, mais aussi d'encryption et de séparation des données qui permettent d'apporter encore plus de sécurité, même sur une infrastructure qui est attaquée à l'heure actuelle. Bon, je veux dire que à ce niveau-là, au Québec, on est assez mal placé dans la conscientisation, dans l'avertissement des petites et moyennes entreprises par rapport au risque de cyberattaque. Les grandes entreprises, elles, sont sensibilisées, mais n'ont pas nécessairement les bonnes réponses, ne sont pas sensibilisées aux bonnes réponses. Par exemple, au niveau du consortium IoT, moi, je discutais avec les personnes, puis c'est souvent une inquiétude des industries qui se dirigent vers là. Elles se disent, bah, c'est bien beau de déployer un système IoT, mais ça va m'ouvrir encore plus au ransomware, je ne sais pas le sécuriser, comment est-ce que je peux procéder? Donc, nous, au niveau d'InMind, on pense qu'il faut y penser dès le départ. J'en discutais avec Michel Langelier de IoT Canada qui a exactement la même visibilité, qui dit qu'il faut intégrer ces préoccupations dès le départ. Moi, je pense que le AI est une aide vraiment énorme et qu'elle apprend encore plus des solutions. Donc, comme on les pratique nous au niveau de Splunk, rajouter du AI, ça permet d'automatiser des réponses, de détecter beaucoup plus d'intrusions, de sécuriser le système. Donc, il faut faire la cybersécurité pour moi. Oui, il faut la faire. Pour sécuriser, il faut avoir des plateformes qui permettent de faire fonctionner la cybersécurité, le AI et l'IoT au même endroit. Et ça, c'est la solution Mine in a Box, c'est l'écosystème qu'on propose. Il est pensé dès le départ pour faire de la cybersécurité pour les autres et pour soi-même. Et à un moment donné, il faut passer la couche supérieure en disant non seulement on n'est pas une vulnérabilité, non seulement on n'est pas protégé, mais on peut aider à protéger le reste de vos opérations. Et donc ça, pour moi, c'est là où on a tout gagné. Où non seulement on introduit le IoT, on a été capable de le protéger nous-mêmes. Donc ce qu'on introduit, on ne le rend pas vulnérable. On n'est pas en train d'introduire une vulnérabilité dans l'entreprise. On le propose de manière sécuritaire. Mais en même temps qu'on le sécurise, si en plus on en profite pour aider le client, pour sécuriser tout le reste avec les mêmes solutions, alors là, c'est le trifecta. Voyez. Donc on est conscient dès le départ de la cybersécurité, on l'introduit en même temps que la solution de AI ou d'IoT ou de AIoT, et en plus cette solution nouvelle qu'on déploie avec un Scale AI ou avec les clients de AIoT Canada, ben, elle vous permet de sécuriser tout le reste. Elle vous permet de sécuriser votre système ERP et puis tout le reste de votre infrastructure. Là on a le meilleur finalement de ce que peut apporter une transformation numérique pour l'entreprise. C'est-à-dire qu'à la fin de la transformation numérique, on n'est pas moins sécuritaire, on est plus sécuritaire. Pour ajouter à ce que tu dis, Jérémy, les solutions IoT ont souvent une grande surface d'attaque. Il peut y avoir des problèmes au niveau du device lui-même avec le microcode ou avec des Trojan Horse directement dans le microcode des éléments eux-mêmes, des devices eux-mêmes, mais aussi dans toute la chaîne de communication jusqu'à dans le cloud où les données sont accédées par des tierces parties qui n'ont pas affaire d'être là. Moi, je pense que ton approche aussi d'utiliser l'AI par-dessus pour pouvoir vraiment comprendre. Et une des choses qu'il faut faire, c'est aussi faire l'inventaire de tout ça. Là. Des fois, c'est très difficile de faire.
Oui. Et l'AI peut certainement aider dans cette situation-là, là, parce que c'est très difficile vérifier peut-être les communications, et ainsi de suite. Ça n'empêche par contre le fait de devoir intégrer la sécurité, pas comme un afterthought, comme on dit en anglais, là, pas comme Absolument. on passe par-dessus. Ça devrait être intégré en partant dans les devices et Oui. donc avoir une certaine, comme je pourrais dire, crédibilité, une certaine confiance dans les manufacturiers de ces devices-là. Donc, je voulais juste Alors, ajouter tout ce que tu as dit, par contre, c'est parfait. absolument. Et comme pour renforcer ton point, pour moi, les approches Zero Trust et le fait, dès le départ, dès les architectures des solutions IoT, comme Mine in a Box, avoir pensé dès le départ, pas afterthoughts, comme tu le dis, mais dès le départ, avoir des solutions sécuritaires, les déployer chez le client et avoir le souci de sécuriser les données, sécuriser l'environnement et finalement que la solution, au lieu d'apporter cette surface d'attaque, elle apporte pas une surface d'attaque, elle apporte des lignes de défense. Et elle apporte des lignes de défense qui peuvent permettre de protéger l'ensemble de l'infrastructure. C'est vraiment ça. Et alors, à IoT North, le 30 mars, moi, ma présentation va être là-dessus. Donc, la présentation qui a été acceptée, c'est sur la cybersécurité du AI et du IoT. On est spécialiste là-dedans chez InMind. Et donc, on est à la fine pointe là, de toutes les technologies. On va présenter sur la grande convergence entre la cybersécurité, le AI, le IoT. Donc, comment ces technologies viennent se compléter pour créer un cercle vertueux au lieu d'ouvrir un danger. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on est quand même quelques minutes maintenant après l'heure de fin du webinaire. Je proposerais Oui. peut-être aux participants de continuer à nous envoyer leurs dernières questions s'ils en ont, puis peut-être de leur répondre directement dans ce cas-là après le webinaire, que ce soit par courriel ou au travers d'un appel. On est toujours très, très, très heureux de pouvoir préparer ça, organiser ça. Merveilleux, merveilleux. Ben, merci à vous tous. Et puis, je pense qu'on est tous les trois très heureux de poursuivre la discussion offline. Si les gens veulent nous contacter, là, ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup.